Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour ce webinaire qui va traiter de la réglementation et des emballages réutilisables. Donc l'idée, c'est de savoir tout ce qui est nécessaire de savoir pour être prêt à temps, puisque les évolutions réglementaires évoluent de manière très rapide. Et donc aujourd'hui, Alpe Supply Chain reçoit Mobius Pack, qui lui a proposé ce webinaire très intéressant, puisque nous allons en savoir davantage sur cette réglementation, sur les emballages réutilisables. Donc c'est important pour Alpe Supply Chain, puisque, comme vous le savez, nous fédérons les acteurs de la supply chain afin de les aider à réduire leurs impacts environnementaux et sociétaux. Nous avons déjà fait 2 webinaires sur les emballages réutilisables. Donc là, c'est le 3e webinaire et on va découvrir un peu l'aspect réglementaire. Donc, bonjour Julien. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Vous êtes le CIO de Mobius Pack et aujourd'hui, on vous laisse les commandes pour nous présenter justement cette réglementation sur les emballages réutilisables et la réglementation qui est liée. C'est à vous. Parfait, merci. Donc pour me présenter, effectivement, Julien Lemarchand, CEO de Mobius Pack. Donc on est une société autour de l'emballage réutilisable pour la logistique. J'ai un passé d'une quinzaine d'années dans la logistique e-commerce, dans la bière. Et voilà, nouveau projet depuis 1 an et demi là-dessus. L'idée, c'est que comme on est lundi matin, c'est de ne pas vous assommer avec trop de réglementation, mais en tout cas de reposer un peu les bases de pourquoi on en est là aujourd'hui, à devoir mettre des pourcentages obligatoires d'emballage réutilisable dans la logistique à partir de 2025. Alors, on va commencer avec une première entre guillemets, punchline de comme quoi les emballages ont une contribution significative à l'impact environnemental du e-commerce en France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'ADEME qui a été publiée en avril 2023 et qui, pour une fois, est une étude un peu officielle. Il y a eu des études déjà dans le passé qui ont pu être faites par Amazon ou autres, mais où ça pouvait manquer un peu d'un référent qui était un organisme spécialisé là-dedans. Et donc, effectivement, la part des emballages dans l'empreinte carbone de la livraison, là, dans l'exemple d'une paire de chaussures, peut aller parfois jusqu'à 50% des émissions en fonction du type de livraison qui est faite. Donc, en bleu, on voit la partie d'emballage. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a toute cette démarche pour accélérer le déploiement d'emballages réutilisables et que ça fait partie des grands leviers d'amélioration. Ceci étant dit, 3 parties aujourd'hui. La première sur la loi AGEC, qui nous concerne très concrètement d'ici 2 ans, la REP et le pacte vert, donc plus les directives européennes, et ce qui va être amené à arriver dans les années à venir. La loi AGEC, bon, je la représente, on en a tous beaucoup entendu parler, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est arrivée en 2020 avec une ambition qui est surtout de changer en profondeur nos modes de production et de consommation. Il faut que ce soit une prise de conscience de la part des particuliers, des professionnels, afin de réagir pour changer les habitudes. 5 grands axes qui nous intéressent. Le premier, qui est celui le plus concerné par aujourd'hui, c'est sortir du plastique jetable. Deuxième, le devoir de mieux informer les consommateurs pour être en capacité de mieux consommer. Mieux produire, donc aller chercher les bonnes ressources et, pour avoir une production plus saine, lutter contre le gaspillage et le réemploi solidaire, et enfin, dernier gros pilier, agir contre l'obsolescence programmée. Donc ça, c'est les 5 gros piliers, et celui où on est très concerné aujourd'hui vient après, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre de la loi AGEC, c'est que c'est une loi très contraignante pour les entreprises, avec plus d'une centaine de mesures, qui vont prévoir des nouvelles obligations, des créations de nouvelles filières, de la transparence, une meilleure gestion des déchets, des nouvelles interdictions, notamment effectivement le retrait du plastique à usage unique, et qui fournit des nouveaux outils pour les entreprises, des démarches d'éco-conception, la notion de bonus-malus en fonction de votre production, le développement de la consigne. Donc c'est une loi très contraignante et qu'oblige véritablement les entreprises à changer. Le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le décret qu'on dit 3R, réduction, réemploi, recyclage, qui court de 2021 à 2025 et qui fixe des objectifs très concrets
sur les entreprises. Le premier qui est une baisse de 20% des emballages plastiques à usage unique, dont 50% obtenus par la réutilisation. Le deuxième qui est la suppression de 100% des emballages plastiques à usage inutile. Alors il y a un grand débat sur qu'est-ce qu'un emballage inutile réellement. Et le dernier, que 100% des emballages en plastique à usage unique soient recyclables versus un 29% aujourd'hui. Donc ça, c'est 3 grandes contraintes sur lesquelles on est concerné. Et le décret relatif au webinaire, en tout cas d'aujourd'hui, c'est la proportion minimale d'emballage réemployé qu'il faut mettre sur le marché annuellement, donc un décret d'avril 2022, et qui fixe un calendrier et des jalons pour incorporer un pourcentage d'emballage réemployé en fonction du chiffre d'affaires. C'est les grands chiffres que vous devez retenir aujourd'hui et qui vont vous forcer à passer d'un 5% à un 7%, puis un 10% au fur et à mesure du temps. Donc, les prochaines mesures que vous devez anticiper, c'est que la loi AGEC va accélérer la stratégie de réduction, réemploi, de recyclage pour les emballages professionnels. Elle va amener des nouvelles filières d'économie circulaire pour mieux réemployer et recycler les emballages professionnels, donc la nouvelle REP que je présenterai ensuite, et cette obligation d'incorporer le pourcentage d'emballages réutilisables. Alors, les filières REP renforcées. La REP, donc, c'est la responsabilité élargie du producteur. Ça va impliquer que de la production jusqu'à la fin de vie d'un produit, l'ensemble de la filière soit concerné pour à la fois le produire et l'éliminer dans les meilleures conditions. Donc, la définition, c'est un objectif d'agir sur l'ensemble du cycle de vie, comme je vous le dis. Donc, en amont, de faciliter l'éco-conception du produit, d'allonger sa durée d'usage, d'aller prévenir les déchets et d'être capable de gérer sa fin de vie. Donc, obligation pour les entreprises de ne plus simplement mettre un produit sur le marché et de se dire « on verra bien ce qui se passe à la fin ». Et des nouvelles filières REP qui sont introduites. Avant, il y en avait 14, 25 qui arrivent d'ici 2025, dont une sur les emballages professionnels. Pour bien redire ce qu'est un emballage professionnel, aujourd'hui, un emballage professionnel, c'est un emballage qui reste dans le B2B et qui ne termine pas chez un ménage, versus un emballage ménager, qui est celui qui permet de protéger un produit et qui va terminer dans la poubelle du consommateur. Les dates clés à retenir sur la filière REP. Le premier, c'est effectivement c'est une création en 1975 sur le principe de pollueur-payeur. Si vous émettez le produit, vous êtes celui aussi qui va payer pour sa fin de vie. 1993, les emballages ménagers ont leur propre REP qui arrive. 2020, donc la loi AGEC qui transforme en profondeur les filières, donc la création des nouvelles filières, donc les 25 que je viens de citer, l'évaluation du champ d'action de ces filières qui vont avoir des capacités plus importantes qu'avant, et une nouvelle gouvernance interfilière avec des nouveaux organismes pour les gérer. 2022, qui était une date importante sur laquelle les e-commerçants ont été concernés par la REP et également les marketplaces. Dans mon ancien métier, on vendait de la bière sur Internet, on émettait des bouteilles qui partaient chez les consommateurs et on payait pour ces bouteilles qui terminaient chez les clients. Les grandes dates que nous, on doit retenir aujourd'hui, et que vous devez sortir de ce séminaire avec ça, c'est aujourd'hui, il y a une obligation un objectif de 5% d'emballage réemployé pour les producteurs, donc les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc, c'est un objectif, donc pas de contrainte plus que de se dire ce serait bien d'y être. Les vraies obligations arrivent en 2025 avec 7% d'emballage réemployé, toujours sur les entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires, l'arrivée des REP pour les emballages professionnels, et ensuite, crescendo, jusqu'à 2027, où il y aura une obligation de 10% pour tous. Ce chiffre monte pour aller vers un objectif final qui est la fin des emballages plastiques à usage unique en 2040. Donc, on est en 2023, 2025, 7%, 2026, 8% si votre entreprise fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 10% en 2027 pour tous, sans aucune contrainte de chiffre d'affaires. La REP, qui gère ça en France, c'est supervisé et contrôlé par 3 organismes, l'ADELF, Citeo et l'ECO, qui avant avaient uniquement des obligations de
moyens, donc mettre en place des outils, mettre en place des dispositifs. Demain, ils auront des obligations de résultats avec des sanctions financières à côté. Donc, obligations qui vont redescendre forcément sur les entreprises et c'est eux qui piloteront ça. Donc, leur rôle, c'est vraiment d'accompagner, donc aider à l'éco-conception, mettre en place les réseaux de réemploi, de financer avec l'éco-modulation, c'est-à-dire d'être capable de mettre des bonus-malus aux entreprises en fonction de leur performance sur les emballages et voilà, et donc de percevoir ces taxes. Nous, on a mis en place un petit calculateur qui permet déjà aux entreprises d'aller calculer la part de REP qu'ils auront sur leurs emballages actuellement. On l'a remis à jour avec les données de Citeo et les tarifs 2024, de manière à déjà avoir cette vue de quels seront les bonus-malus, et en l'occurrence plutôt les malus, en fonction de leur volume d'emballage et de ce qu'ils émettent et de ce qu'ils mettent sur le marché. Dernier grand point, c'est le pacte vert, alors c'est plutôt pour le moment quelque chose qui n'est pas encore acté, qui est beaucoup négocié et revu au niveau de l'Europe, mais qui donne les tendances et qui sont les mêmes que la France, parce qu'aujourd'hui, face à la crise actuelle, l'Union européenne aussi met en place des démarches pour accélérer la décarbonation dans 9 grands domaines, donc celle de l'énergie et des mobilités qui nous concernent. Il vise une réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030 versus ce qu'il y avait en 1990, et pour atteindre une neutralité climatique à l'horizon 2050. Ce pacte vert, il met en place un plan d'action pour l'Union européenne, et dont la loi AGEC est issue derrière. Et tout ça pour réduire cette production de déchets d'emballage. Les grands chiffres clés qu'il faut avoir en tête, c'est chaque Européen, chaque année, émet 180 kg de déchets d'emballage, donc pour vous donner une idée, 20% de quantité de déchets d'emballage au cours des 10 dernières années. Donc, si ça continue, on sera à 61% d'augmentation des emballages plastiques d'ici 2040, si on ne bouge pas dès aujourd'hui. Donc, pacte vert, c'est comme le pacte vert, comme la loi AGEC, va mettre en place des objectifs contraignants pour atteindre un certain nombre pour aller vers un certain nombre d'objectifs et promouvoir les emballages réutilisables. Donc, objectif important qui est de réduire le besoin de ressources naturelles primaires, donc utiliser plutôt des matières recyclées versus des matières neuves, passer de 66% en 2018 à 73% en 2030 sur le taux de recyclage global de l'ensemble de ces matériaux. Éviter la production de déchets d'emballage, tout simplement réduire les quantités et supprimer les emballages inutiles. Encourager la mise en place des systèmes de réemploi par les professionnels, donc à l'image de ce qui est fait par les éco-organismes en France. Et accélérer le déploiement auprès du grand public en normalisant les emballages réutilisables et en expliquant aussi, donc en étiquetant les emballages pour expliquer aux consommateurs la fin d'un emballage, qu'est-ce qu'il doit faire, dans quelle poubelle il doit aller et quelle est sa fin de vie. L'objectif fort d'ici 2040, c'est que 50% des emballages destinés au transport pour le commerce électronique soient réutilisables d'ici 2040. Donc, c'est une part ultra importante et avec un objectif intermédiaire qui serait de 10% en 2030, qui pèse quand même énormément sur les flux e-commerce et sur l'intégralité de l'Europe. Tout ça a des objectifs importants. Le premier, c'est des objectifs environnementaux, c'est effectivement d'éviter un certain nombre de millions de tonnes de CO2. Et le deuxième, c'est de créer de l'emploi, d'avoir des bénéfices économiques autour de ça, et puis l'économie financière importante autour. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que dans tous ces 3 grands axes que j'ai évoqués, donc la loi AGEC, les REP et le pacte vert, c'est que 2040, c'est surtout une ligne d'arrivée, mais qu'effectivement, cette course, elle a déjà commencé et qu'on doit tous se mettre en action pour passer à plus de réutilisables et des emballages recyclables en fin de vie. Donc, pour ça, on vous a fait une petite fiche que je ferai passer, où on reprend toutes les grandes dates des obligations dans lesquelles vous allez devoir opérer et les implications derrière avec la calculatrice disponible. En tout cas, les 3 conseils qu'on a envie de donner aujourd'hui pour se lancer, c'est
déjà de faire un état des lieux, aujourd'hui, aujourd'hui, avec cet objectif de 5% en 2023, où vous en êtes, quel est le coût financier de cette inaction de ne pas déjà commencer à opérer là-dessus, estimer les gains de CO2 déchets évités. On a fait récemment un POC avec de la grande distrib à Lille, et la liaison entre un entrepôt et un magasin. Sur 3 mois, on a évité plus de 250 kilos de déchets uniquement en supprimant tous les polybags qui étaient émis, et déjà des premiers bénéfices en termes d'émissions de CO2 et de réduction d'eau. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'identifier des flux simples sur lesquels vous pouvez démarrer. Toute la problématique de l'emballage réutilisable, c'est la reverse de récupération de ces emballages. Donc, est-ce que vous avez déjà dans vos flux des flux qui peuvent revenir assez facilement sans être obligé de mettre une reverse autour? Donc, c'est les flux les plus simples à adresser. Puis, effectivement, démarrer le plus tôt possible. Ce n'est pas juste changer les contenants, de passer d'une chaîne linéaire à une chaîne circulaire. C'est tout un certain nombre de contraintes à prendre en compte dans ces flux logistiques. Voilà, alors, petit quiz pour terminer, assez rapide. 3 questions. Combien de déchets d'emballage génère un Européen chaque année? Alors, j'ai pas la vue, donc je vais vous partager les réponses. On a déjà Hubert qui a répondu. On sent que nous avons des joueurs. Ouais, bon, donc c'est 180 kilos, effectivement, la part distribuée, enfin la part chaque année. À partir de quand les emballages devront incorporer une part d'emballage réutilisable? Il y a une faute. Donc, c'est effectivement 2025 avec 5% d'emballage réutilisable pour les entreprises. Le seuil minimal obligatoire en 2027, qui est de 10% pour toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation. 15 minutes, j'espère pas trop dense, mais en tout cas, qui donne tous les grandes clés et les grandes dates. Et ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est surtout un changement fort à la fois de la France et de l'Europe, à faire changer les habitudes et à forcer les entreprises, step by step, année après année, à mettre plus en plus de réutilisables dans leur flux et leur logistique. Oui, effectivement, on fait monter la température. En faisant monter la température, on a le temps de s'organiser, pour faire simple. Merci Julien, c'était rapide, efficace, et donc ça va permettre à nos invités de pouvoir repartir chez eux avec des éléments concrets. En parallèle, j'ai animé le fil de la conversation et je suis allé donner tous les documents de référence pour que chacun puisse y retourner après, en plus de la présentation. Et nous avons eu des questions, donc je vais vous les partager, Julien, et si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil. Ça va être très intéressant que Julien nous complète un petit peu le cadre réglementaire qu'il nous a présenté, puisqu'il a aussi du feedback. Il a commencé à nous en parler, du retour d'expérience. Et donc, on a une première question de Ragheb. Quelle est la différence entre un emballage réemployé et réutilisable? Alors, en fait, pour le commun, on utilise le mot emballage réutilisable, mais le vrai bon mot, c'est de l'emballage réemployé. Mais ce n'est pas encore passé dans le... C'est un vrai débat entre nous ici aussi. Aujourd'hui, ce que souhaite la France, c'est qu'on emploie le mot emballage réemployé. Un emballage réutilisable, c'est par exemple, je reçois un carton à la maison que je vais réutiliser pour stocker chez moi des fruits ou je ne sais quoi, des pièces de... bref, j'ai envie de mettre mon bricolage dans un carton. Là, c'est un emballage réutilisable. L'emballage qui nous concerne chez Mobuspack est un emballage réemployé parce qu'il est réutilisé pour exactement la même fonction. Donc, c'est ça la terminologie exacte et la différence. Donc, en toute logique, je devrais utiliser réemployé au sein de ma présentation, mais vu que pour le moment, cette notion n'est pas encore tout à fait claire, on n'a pas encore fait ce switch, mais c'est une bonne question. Très bien, oui, effectivement, l'acculturation autour de ces deux termes va être fondamentale puisque ça va permettre de faire une ségrégation entre les types d'emballage. Et sachant que la variété d'emballage est quand même très importante
J'espère avoir répondu à Ragheb. N'hésitez pas à réagir, Ragheb, si c'est bien le cas, ou si ce n'est pas le cas, si vous voulez en savoir davantage. Nous avons Louis aussi qui nous a posé une question. À quoi correspond le polybag? Effectivement, vous avez utilisé ce terme-là et ça peut paraître nouveau pour certains d'entre nous. Donc, le polybag, c'est l'emballage secondaire. Alors, j'en avais un sous les yeux mais, que je présentais, mais c'est l'emballage plastique dans lequel on va recevoir notre commande. Si je repartage mon screen, là, l'emballage à droite, concrètement, c'est, si on voit ceux de la Redoute à l'époque, avec une poignée, c'est l'emballage. Voilà, c'est un emballage plastique. Le polybag, c'est aussi l'emballage plastique qui va entourer un vêtement. Quand vous recevez un vêtement et qu'il arrive directement de je ne sais où dans le monde, il est emballé par un petit plastique. On a ce terme qui est un peu devenu un terme commun d'usage de emballage secondaire pour la livraison en e-commerce principalement. Voilà, donc on espère avoir répondu à Louis. Super. Et nous avons Christophe aussi qui nous pose une autre question. Donc, je pense que vous pouvez la lire vous-même, hein, Julien. Les emballages réutilisés par les clients pour effectuer un retour peuvent être considérés comme emballages réemployés et contribuer au calcul du taux. Oui. Alors, il y a une définition qui est aussi en écriture autour au bout de combien de fois on peut considérer qu'un emballage... Enfin, il faut pouvoir prouver qu'un emballage est réemployé réellement pour dire qu'il participe à notre taux d'emballage réemployé global de l'entreprise. Donc, effectivement, un carton retour peut être considéré comme un emballage réemployé et effectivement contribuer au calcul du taux. Merci Christophe pour cette question. Oui, effectivement, parce que là, la tentation va être grande de jouer sur les mots, d'acheter par exemple des emballages réemployés et de ne pas avoir la reverse et de les jeter. Donc là, si on doit un peu mettre en évidence le nombre de rotations qu'on a fait avec ces emballages, ça change tout. Tout à fait. Question de Ragheb sur le chiffre d'affaires à prendre en compte pour estimer le pourcentage d'emballages réemployés, celui du logisticien ou du commerçant. J'ai pas la bonne réponse. Ma logique, ce serait de dire que c'est celui de l'e-commerçant et non de celui du logisticien qui est uniquement acteur de service pour le compte du e-commerçant. Mais voilà, oui, effectivement, vous avez évoqué la règle des 50 millions d'euros. À partir de 50 millions d'euros, on a des objectifs, pas des obligations, des objectifs, si j'ai bien compris, bien retenu. Par contre, le logisticien qui, lui, a plusieurs e-commerçants pour lui, ne peut pas cumuler cette obligation et la porter en tant que responsabilité. S'il y avait une responsabilité, c'est bien ça? Tout à fait. Je ne pense pas effectivement que ce soit lui l'acteur de... Enfin, en tout cas, je pense que pour moi, c'est directement lié au e-commerçant. Ah, on a Paul qui vient à notre secours. Donc, Paul qui fait partie de votre équipe. Oui. Il nous cite le décret, Paul. Donc, merci pour l'animation en parallèle. Donc, c'est la personne qui est responsable de la première mise sur le marché de ces produits. Effectivement, le logisticien, lui, c'est plutôt un mandataire. Typiquement acteur de la chaîne, mais ce n'est pas lui qui a mis le produit qui l'a mis en vente et qui l'a vendu. C'est intéressant puisque par contre, si on a un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, il va quand même falloir travailler avec ces prestataires logistiques qui, eux, n'avaient pas encore intégré cet aspect dans leur cahier des charges, donc dans leurs opérations, pour traiter à la fois la mise en place de nouveaux emballages et la reverse logistique. Tout à fait. Alors, moi, je vais poser une question, puisqu'on n'a pas d'autres pour l'instant. Vous avez parlé d'une calculette. Alors, moi, ça m'intéresse, puisqu'on a fait un webinaire sur comment mesurer les émissions de CO2 dans le transport de marchandises. C'est pas facile. Et là, dans l'emballage, on a déjà eu à plusieurs reprises, comment fait-on pour savoir combien émet un emballage en termes d'émissions de gaz à effet de serre en GES? Ah bon, on a Paul qui nous rejoint. Donc, je fais l'appel à un ami. Oui. Effectivement, Paul a bien travaillé sur ce sujet, donc Paul, je te laisse répondre. Du coup, c'est sur la calculatrice pour la REP, c'est ça? Ouais. Alors, la question, c'était, j'ai pas bien entendu. Alors, comment fait-on pour calculer? Parce que, voilà, en transport, c'est simple. Hein. En transport marchandises, ça dépend. Alors, Ouais, dites-nous.
pour calculer le montant de la REP, déjà, ça dépend de la nature de l'emballage, parce qu'actuellement, on ne paye pas sur les emballages professionnels. On paiera à partir de 2025. Et après, ça dépend du nombre d'unités de vente qu'on met sur le marché. Et il y a le premier palier, c'est ça, lorsqu'on met plus de 500 000 unités de vente sur le marché. Là, on doit déclarer le nombre d'unités qu'on a mis, etc. Du coup, il y a un coût matière, un coût à l'UVC. Et après, bon, c'est des calculs selon aussi la qualité de l'emballage. On peut avoir des réductions du montant, ou si c'est un emballage de mauvaise qualité, des malus encore plus importants. Donc, en gros, on rentre les matières dans la calculette. Le poids de l'emballage, la quantité qu'on a commercialisée, et après, ça calcule automatiquement le montant associé. Et après, je crois qu'il y a un palier à plus de 10 000 unités de vente. Du coup, là, c'est un autre système où on déclare juste le nombre d'unités de vente consommateur qu'on a mis sur le marché, et il va calculer. Et le troisième, c'est lorsqu'on en fait moins de 10 000. Là, on paye un montant forfaitaire qui va être de 80 €. D'accord. Et donc, vous avez mis à disposition cette calculette pour vos clients ou pour monsieur et madame tout le monde? Elle n'est pas encore mise en ligne, mais on l'a sous un version Excel, on l'a sous un version Excel qui fonctionne bien, et on est en train de la mettre en ligne sur notre site pour qu'elle puisse être utilisée par tout le monde. Mais en tout cas, on vous mettra à disposition le lien avec grand plaisir. Super, bah c'est effectivement, on a une exclusivité. On va pouvoir la partager largement avec nos adhérents et puis, la communauté puisque, bah, c'est intéressant. C'est des questions qui se posent, actuellement. C'est les émissions de CO2, comme vous le savez, par le décret du 1er juillet 2022, sont obligatoires en termes de déclaration pour les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc elles vont devoir le joindre au plan extra-financier, aux communications extra-financières de l'entreprise. Et donc, elles rentrent dans le scope 1, 2 ou 3, les vôtres, celles des emballages. Alors, je ne dis pas les vôtres, mais celles des emballages. Ah, c'est une colle, ça. Ça, c'est une colle, ouais. Ah, je vais poser une colle. C'est bon, ça. On va aller vérifier pour trouver le scope 1, 2 ou 3. C'est le scope 3 devient obligatoire à partir du 1er janvier 2023. On va voir ce que c'est pour les emballages. Bon, il y a un petit truc à couvrir. Tiens, on a Rageb qui nous pose une autre question. Quelle est votre vision de la reverse logistique de l'emballage retournable? Va-t-elle être opérée de manière indépendante par chaque fabricant, ou bien va-t-elle être regroupée et mutualisée entre plusieurs acteurs? Ça va être On a déjà le cas un petit peu avec les palettes, hein. Alors, c'est peut-être pas votre monde, mais actuellement, vous savez, les palettes, elles sont réemployables. On va utiliser le bon mot maintenant. Et chacun a créé sa palette, son système d'information. Et le problème, c'est que les distributeurs et les industriels, des fois, ont les palettes de plusieurs entreprises, de plusieurs fabricants. Et c'est un peu compliqué à gérer, quoi. En fait, j'ai pas envie de parler de vision, j'ai envie de parler de mon dream big et qu'est-ce qu'on aimerait arriver à mettre en place. Demain, l'emballage réutilisé, l'emballage réemployable sera devenu le commun pour tout le monde. À partir du moment où on sera capable de le renvoyer dans un relais, de le redéposer à la poste, de le remettre donc dans un mondial relais, dans un pick-up, dans un locker ou dans n'importe quel endroit de collecte, et qui puisse remonter automatiquement sur un centre de nettoyage, de retraitement, et être dispatché au bon fournisseur. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs sur ce marché. C'est comme si toutes les palettes de la palette rouge, de Chep, des palettes Europe et autres, les faisaient toujours récupérer par un seul point central, d'où qu'elles viennent, et qu'on les renvoie sans qu'il y ait une réelle notion de elles appartiennent à qui. Elles sont juste là sur le marché, on se les repasse, et c'est devenu le commun. Donc, c'est tout ça le gros challenge et le gros enjeu, parce que le réemployable sans la reverse, ce n'est pas du réemployable, ni sans la maintenance. Donc, il faut arriver à construire ça. Nous, notre positionnement aujourd'hui, c'est uniquement d'attaquer des boucles fermées assez faciles, c'est-à-dire on fait des liaisons entre des entrepôts et des magasins sur lesquels il y a déjà de la reverse, et on est certain d'avoir 99% de taux de retour de nos produits. Par contre, aujourd'hui, dans le e-commerce, la complexité, c'est comment on récupère ces emballages, parce que le circuit de retour et de reverse est fonctionnel, mais il est encore trop lourd et pas assez diffusé. Donc, voilà. Donc, on a des grandes ambitions autour de ça, et en tout cas une vision qui sera de mettre ça et de le créer. Effectivement, nous n'en sommes qu'au début de la démarche, même si l'emballage réemployable est déjà un peu le commun, par exemple, dans l'industrie automobile, où on a bien compris que jeter les cartons, c'était une hérésie, et donc ils font déjà des boucles fermées comme ça en emballage retournable.
c'est déjà un casse-tête et c'est compliqué, mais là, dans une logique de réseau, hein, une logique à la maille hexagonale, rien que sur cette maille-là, on imagine bien que ça va faire des boucles un peu dans tous les sens et que le réseau va se densifier d'année en année pour pouvoir permettre cette collecte et ce réemploi en repassant par le nettoyage ou la remise en état des emballages. J'ai une question à ce titre-là. Comment est-ce qu'on va reconnaître les emballages? Est-ce qu'ils vont avoir un identifiant unique? Est-ce que c'est une marque et on sait remployer le modèle? Je pousse un peu loin, mais nous avons eu un webinaire sur l'emballage, sur l'économie circulaire la semaine dernière avec Lizzie, là, qui est aussi de votre région. Et eux, par exemple, pour identifier les produits, ils se sont aperçus que le EN13, qui est un code à barre qui identifie le modèle, ce n'est pas suffisant. Il faut passer à l'EN 128 ou à la RFID pour connaître précisément l'identité de ce produit. Et vous, comment vous faites pour identifier le produit? Est-ce qu'on est encore sur un modèle ou est-ce que vous tentez d'aller vers l'identification unique? Donc, on est déjà en identification unique de chacun de nos emballages, donc on est capable de tracer la vie de n'importe quel sac qu'on a émis sur le marché. On est en train, sur la prochaine série, de mettre en place la RFID, parce que même pour des problématiques de traitement nous-mêmes de nos emballages, c'est-à-dire une fois qu'ils reviennent chez nous, qu'on les retraite, qu'on les nettoie et autres, la complexité de les scanner pour aller les identifier est compliquée, même pour des gestions de stock. Donc, on va passer en RFID sur notre prochaine série, de manière à ce qu'on ait un traçage unitaire des emballages et qu'on sache effectivement expliquer là où ils étaient et toute leur vie. Après, aujourd'hui, pour revenir à la première question que vous avez posée, qui était tous ces emballages, effectivement, il faudra être capable En fait, je vais revenir un peu plus large. C'est demain, un de mes rêves, ce serait d'être le faiseur qui récupère les emballages de tout le monde, qui les nettoie tous et qui les redispatche. Donc, dans ce projet et cette ambition, il faudra qu'on trouve un moyen pour que un emballage qui vienne de chez X, on sache l'identifier et le remettre à la bonne personne, et celui qui vient de chez Y, pareil, et qu'on crée des standards et des communs de manière à normaliser tout ça et à faciliter la récupération, le réemployage et la remise sur le marché de ces produits. Effectivement, je pense que c'est le sort des emballages retournables pour éviter, réemployables, désolé, de manière à ce qu'ils puissent effectivement avoir une vie un peu plus longue que celle qu'on peut observer de temps en temps, puisque ça finit parfois à la poubelle, y compris pour les palettes. Donc, je vais avoir une autre question pour vous, vu que vous avez un petit retour d'expérience sur vos emballages. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme nombre de boucles d'un emballage? Et déjà, vous les concevez sur quelle optique de boucles en quantité? Vous avez une idée de combien ça peut prendre? Alors, j'ai pas d'idée. Enfin, je vais avoir une vraie réponse et une réponse pas de marketeux, mais une réponse concrète. C'est qu'aujourd'hui, nos emballages, on les pense pour qu'ils fonctionnent 100 fois et qu'ils fassent 100 allers-retours. Ça, c'est notre promesse. Pour le valider, parce que j'en ai aucun qu'on fait encore 100 allers-retours, le plus grand, c'est une quarantaine d'allers-retours. Pour le valider, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des tests on a trois tests en cours avec des boîtes où nos emballages passent dans des culbuteurs. Ils sont testés sous pression, sous déchirement, sous table vibratoire, donc pour vérifier la ténacité de notre toile. Ça, c'est un des premiers gros tests qu'on fait. Le deuxième, c'est qu'on a 2 huissiers qui sont en train de se les envoyer. C'est-à-dire qu'ils jouent au ping-pong, ils mettent des trucs dedans et ils se les renvoient. Sauf que même en passant par Chronopost, si un emballage part le lundi, il arrive le mardi, le temps de le renvoyer, machin, il se passe jeudi. Avant de faire 100 allers-retours, il se passe 9 mois. Donc là, on est à 35 à peu près allers-retours, donc pour le prouver. Donc, en tout cas, notre promesse, c'est de dire ça tient 100 fois et on le fera. Je pense que ça tiendra mieux compte tenu de la qualité des matériaux qu'on est allé chercher, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, vu la récence de notre entreprise, de vous dire que j'en ai un qui a duré 150 allers-retours et qu'il est encore en bon état. Voilà, mais en tout cas, on travaille pour et pour le prouver surtout. Bon, c'est bien, c'est rassurant. On se dit qu'on ne va pas les jeter tout de suite. Et du coup, vient la dernière notion. Une fois que l'emballage il est rincé, ça y est, il a fait ses 100. Allez, il est allé plus loin, il a fait 120, 130. Qu'est-ce qu'on en fait de cet emballage? Donc,
tout le challenge des fabricants d'emballages réutilisables, en tout cas nous, notre challenge, c'est de faire un emballage qui est 100% monomatériaux, de manière à ce qu'il puisse être recyclé en le prenant et en le mettant tout de suite dans une broyeuse, sans qu'il y ait d'opération de démantèlement dessus. Donc c'est notre objectif. Il nous reste encore, sur l'un de nos emballages, on est quasiment à 100%, et l'autre, il nous reste encore une partie avec des scratchs qui est compliqué parce qu'il n'existe pas de polypropylène pour les faire. En tout cas, il y a beaucoup de solvants, mais l'objectif, c'est un produit monomatériau que vous prenez, vous le mettez dans une broyeuse, ça vous fait du déchet, vous refaites du pellet, et avec ce pellet, vous allez ensuite régénérer de la matière première pour pouvoir refaire de la toile. Et donc, c'est tout l'objectif de Mobius Pack, des emballages réemployables 100 fois et 100% recyclables derrière. Et il faut trouver les bons matériaux pour le constituer, mais c'est l'objectif de la fin de vie derrière. Ouais, je pense qu'on a quand même balayé large là sur les emballages retournables. On a vu la boucle qui va être nécessaire pour les entreprises, qui va fortement être sous pression pour exister. Ça va s'accélérer d'année en année, ça va monter en pression. On va voir la part du transport qui va arriver derrière, hein, puisque forcément, on doit consommer pour la reverse logistique, consommer un peu de CO2. Et souvent, la question, c'est est-ce que le retour compense la non-création de l'emballage? Oui, parce que comme on crée du transport en retour, quelque part, on émet du CO2. Mais est-ce qu'on en émet moins que si on était toujours en train de refabriquer des cartons ou des emballages non réemployables? Alors ça, on l'a prouvé au travers d'un ACV qu'on a fait récemment. Et sur notre expérience qu'on a, en tout cas sur les 2 POC qu'on a fait, c'est qu'il nous faut entre 10 et 15 allers-retours pour que l'on couvre la production de notre emballage en termes d'émissions de CO2 et de consommation d'eau. Donc ça, c'est la data qu'on a. Au bout de 15, notre emballage est redevenu neutre en termes de production. Et malgré le flux retour et la consommation de CO2 du camion qui revient, on devient vertueux en termes d'émissions et de consommation d'eau pour le flux. Donc, tout ça, ça se prouve statistiquement, enfin, pas statistiquement, mais en tout cas avec des vraies data et du vrai calcul. On fait une analyse du cycle de vie, ancien emballage versus le nouveau, et on arrive à prouver que ça fonctionne. Bien évidemment, encore plus quand vous avez déjà un camion qui passe dans vos magasins. Avant, il repartait à vide. Si vous êtes capable de lui remettre les emballages en même temps, eh ben ça amoindrit encore plus que si vous envoyez un transporteur chercher faire un enlèvement direct. Là, effectivement, il y a une consommation de CO2 plus importante, mais on arrive à l'amoindrir au travers de ces emballages. Voilà, je pense qu'on a bien trituré le sujet. Je vais demander à nos participants s'ils ont des dernières questions, puisque c'est un peu les invités, ils viennent avec des interrogations. Est-ce qu'ils sont déjà repartis avec des réponses? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils n'ont pas encore des sujets qui leur restent en tête? Ils disent là, j'ai pas eu ce que je voulais. Comme ça, on va pouvoir éventuellement profiter de Julien et de Paul pour cela. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'on a repris les questions de l'ensemble des invités. Très bien. 9h41. Comme ça, tout le monde peut se remettre dans le flow. Oui, tout à fait. Merci Regueb pour votre feedback. Effectivement, on va tous pouvoir commencer notre semaine avec les idées claires sur ce sujet et sans avoir empiété sur notre semaine de travail. Merci à tous de votre présence. Un dernier mot pour Julien et Paul. C'est vous les... je suis ravi de ce webinaire. C'est toujours un lundi matin comme ça sur un sujet qui est... je suis plutôt entrepreneur plus que juriste, mais donc l'idée c'était quand même d'arriver à passer quelques messages et j'espère qu'ils sont passés, qu'on a été clair. Et en tout cas, voilà, c'est mettez-vous en action, mesurez aujourd'hui ce qu'il y a à faire, et puis et voyez déjà, fixez-vous ce 2025 qui arrive et qu'il y a déjà des entreprises qui sont disponibles pour vous accompagner, même s'il n'y a pas encore d'obligation et qu'on ne va pas encore vous taper sur les doigts. Merci à vous. Merci Julien, merci Paul, c'était très précis, très intéressant. Nous allons retrouver ce webinaire sur YouTube et nous allons le partager au maximum. N'hésitez pas à en faire autant.
Ça permettra à tout le monde d'avoir la couche d'information nécessaire pour passer à l'action. Merci encore et puis à très bientôt. Merci Bonne journée. Jean-Baptiste. Merci. Au revoir. Au revoir.